La guerre propre. L'épée, l'arbalète, le fusil, le canon, la mitrailleuse, la bombe atomique, tout ça périmé. Les boucheries de l'histoire, Azincourt, la Révolution, Austerlitz, les 2 guerres mondiales, dépassées. Horrible. À partir de maintenant, nous allons avoir des guerres propres, sans victimes. Enfin, n'exagérons pas. Nos enfants, avec leurs bandes dessinées de la guerre des étoiles, ne se doutaient pas qu'ils étaient déjà dans la réalité. Réalité non divulguée, évidemment. Mais peu à peu, on commence à découvrir la dernière trouvaille du genre humain. La guerre des ondes. Peut-être vous souvenez-vous d'une de nos histoires diffusées il y a quelques mois. L'histoire de Nikola Tesla, l'homme qui fabriquait la foudre. Aux États-Unis, ses expériences à la fin du siècle dernier semaient la panique. En 1984, Nikola Tesla passait pour un fou parce qu'il manipulait les ondes. Aujourd'hui, que ferait-il? Pour essayer de savoir où nous en sommes, prenons d'abord quelques événements de notre époque qui ont été rangés dans les simples faits divers. 1962. À l'ambassade des États-Unis à Moscou, les Américains découvrent non pas des micros, mais un rayon à micro-ondes. Après étude, on comprend pourquoi le personnel de l'ambassade est sujet à des maux de tête, d'yeux, des vomissements, une irritabilité, des angoisses, des insomnies, des tensions, des inhibitions intellectuelles, une déperdition de mémoire. Et pourquoi cette ambassade américaine à Moscou accuse le plus haut pourcentage de cancer du monde. Alors, le président Johnson intervient et l'affaire est étouffée. Guerre du Golfe. Souvenez-vous de l'image de ces milliers de soldats irakiens qui sortent de leurs tranchées en capitulant, victimes de diarrhées foudroyantes. Ils se rendent même aux journalistes qu'ils prennent pour des soldats. Leur agressivité a été totalement anéantie. Ils sont sans réflexe. Ce n'est pas le ravitaillement insuffisant ni le manque de munitions qui a provoqué cette capitulation massive et soudaine. Alors quoi? Les armes psychotroniques. Une revue américaine explique que le ministère de la Défense des États-Unis équipe désormais des fusées, du matériel qui peut provoquer des pulsions électromagnétiques pour paralyser l'ennemi, sans devoir se servir pour autant des armes conventionnelles ou atomiques, biologiques ou chimiques. Alors voyons, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une arme électromagnétique? On appelle ainsi l'arme à énergie dirigée. C'est-à-dire qu'on dirige les effets électromagnétiques de façon à ce qu'ils soient utiles, comme disent les officiers supérieurs. Il y a 2 catégories d'armes électromagnétiques. Ce sont les armes à effet antimatériel et les armes à effet antipersonnel. Oui, vous avez compris, on détruit du matériel ou des hommes selon l'arme choisie, mais tout cela sans bruit, sans explosion, sans impact, parce que le projectile est immatériel. C'est une onde. On a constaté et prouvé que les effets de champs électriques ou magnétiques, amplifiés par un effet de résonance, produisent des effets inattendus. Lorsqu'un régiment passe sur un pont suspendu au pas cadencé, si ce pas est à la fréquence de résonance du pont, celui-ci va s'écrouler. Donc, Nikola Tesla avait raison. Tesla est le premier pionnier de l'arme électromagnétique. Mais les précurseurs l'ont suivi de près, Daniel Depry. Parmi les précurseurs, on trouve un Russe, et à une époque qui est, je pense qu'il avait déjà commencé ses recherches avant même que l'Union soviétique n'existe. Donc, comme quoi, finalement, cette utilisation des rayonnements électromagnétiques à des fins meurtrières, si on peut dire, n'est pas franchement une invention des soviétiques. Mais ça serait quand même une invention russe. C'est un certain Philippov qui
dans les années 1919-1920, avait procédé à des travaux allant dans ce sens, mais l'idée lui semblait être venue déjà avant que le régime soviétique ne s'installe. Je pense que dès le début du siècle, certains physiciens ont compris que le fait de pouvoir émettre de l'énergie à distance pouvait aussi provoquer certains effets à distance, d'où l'idée donc d'utiliser ces rayonnements à des fins militaires. Et puis bien sûr, Grindel Matthews, le Britannique, dans fin des années 20, début des années 30, qu'on a fait passer un peu pour un hurluberlu d'ailleurs, pour tenter de camoufler. Mais effectivement, Matthews avait déjà quand même réussi à faire exploser de la poudre à 10, 15, 20 mètres de distance. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on ne disposait pas de générateurs de très forte puissance, ce qui fait qu'on ne pouvait pas aller loin. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait avancer la recherche dans ce domaine avec le radar. Les radars étaient alimentés par d'énormes générateurs à très haute fréquence. Or, pour obtenir des armes électromagnétiques efficaces, il faut qu'elles soient mobiles. Donc que les générateurs le soient aussi. Tout ça a été résolu. Alors, tournons-nous vers la direction des systèmes de force, de la prospective à la Direction générale pour l'armement. François Debout, quelles sont les armes électromagnétiques qui sont opérationnelles aujourd'hui? On peut concevoir des armes portées par des missiles. Un missile, par exemple, de croisière peut arriver au-dessus d'un centre de communication ennemi, exploser au-dessus d'un centre de communication et détruire toutes les communications, et que les systèmes de communication. Donc ça, c'est une arme très opérationnelle permettant de préparer complètement le terrain. On peut voir des analogies, par exemple, à ce qui s'est passé en Irak il y a une dizaine d'années. On pourrait concevoir ce genre d'utilisation d'armes aujourd'hui. Et ce type d'armes, je pense que certains pays ne sont pas loin de les avoir. On peut concevoir aussi des armes, je dirais, embarquées sur véhicules, sur camions. Alors là, ça peut être déjà des armes d'une certaine taille, capables de faire de la protection de zone, c'est-à-dire protéger un site par rapport à toute arrivée d'aéronefs ou de missiles. Donc là, il faut déjà des armes plus complètes, avec des capacités de pointage, avec une capacité de répétitivité, c'est-à-dire de nombreux pulses, de nombreuses impulsions qui se répètent, avec éventuellement des agilités en fréquence, pour pouvoir jouer sur les différentes capacités de couplage et de vulnérabilité de l'équipement. Donc ça, c'est aussi des concepts d'armes qui sont étudiés. On peut imaginer aussi des choses beaucoup plus, je dirais, rudimentaires, plus simples. C'est des valises, à peu près, pour donner la dimension, qui permettent d'arrêter un véhicule à une distance relativement faible. L'arrêter de quelle façon? L'arrêter en jouant sur son électronique. Il y a toujours maintenant de l'ABS, de la régulation électronique, des postes radio, mais ça c'est moins grave, etc. à bord d'une voiture. Et ça, c'est une vulnérabilité naturelle des voitures ou des véhicules. Si on bloque l'ABS et on bloque le freinage complètement, le véhicule n'avancera plus. Ça, ce n'est pas très méchant, apparemment. Il s'agit de ce qu'on appelle les armes non létales, c'est-à-dire les armes qui ne tuent pas. Et dans ce domaine, M. Michel Hugon, les Américains sont très avancés. Dans les années 2010, ils seraient prêts à disperser nos foules. Alors, qui amène une brûlure au niveau de la peau. Ça se présente donc, c'est comme sur une Jeep un peu. Et vous avez un grand panneau qui doit faire 1,20 m sur 1,20 m et qui serait censé être dirigé sur une foule, sur un leader d'une foule pour les dispersions de foule. Et qui amène une brûlure au niveau de la peau, puisqu'au niveau millimétrique, ces ondes pénètrent de quelques millimètres et donc ne laissent que la peau normalement. Donc c'est au niveau des manipulations des masses, voilà, des opérations de maintien de l'ordre. Enfin, bon, je sais pas quelles sont les intentions des Américains. Oui. En 1960, une expérience avec un boîtier récepteur fixé sur un taureau. Alors ça nous ramène 42 ans en arrière quand même. Quand celui-ci chargeait, donc le taureau, on appuyait sur une télécommande et la bête s'écroulait. Alors, on peut imaginer, à moi qui ne suis vraiment pas spécialiste, que si on arrive avec l'électroencéphalogramme à capter les ondes du cerveau, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de référencer les ondes que l'on capte et les utiliser à l'inverse avec des émetteurs? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Intellectuellement, oui, c'est faisable. Enfin, je pense pas. C'est une anecdote. C'est dit. Mais c'est certain que les rayonnements électromagnétiques ont une interaction au niveau des neurones, au niveau des courants qui passent à l'intérieur
de notre cerveau, l'électroencéphalogramme, effectivement, pourquoi pas détecter une fréquence et à partir de cette fréquence la manipuler, la mettre en résonance. Information. Un téléx de l'AFP et un journal suédois très sérieux de janvier 1998 rapportent que les militaires suédois testent actuellement une nouvelle arme capable de générer une impulsion d'une puissance de 10 gigawatts, ce qui correspond à plusieurs réactions nucléaires. Avec cette arme, n'importe quel avion, n'importe quelle fusée, n'importe quel missile devient vulnérable. L'arme a d'ailleurs été achetée par les Australiens qui en ont équipé des missiles de croisière. On estime qu'une telle arme existe depuis 1980. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on travaille à l'armement pour une guerre propre. Daniel Depry. Les Soviétiques ont mis le paquet. À la fin des années 70, début 80, vous aviez 21 instituts d'État qui travaillaient uniquement sur ces problèmes-là, donc qui servaient les fréquences, les types de modulation qui pouvaient produire tel ou tel effet pour paralyser, pour tuer, etc. Et donc, grosso modo, dans le courant des années 80, on avait les trois paramètres étaient réunis, au niveau des Soviétiques en tout cas, d'autant qu'ils avaient mis au point, dans les années 70, un type de tube encore beaucoup plus puissant que le magnétron, qui est le virotron. Et donc, le virotron, plus les générateurs électriques mobiles disponibles, plus les résultats de leurs essais sur les effets biologiques des rayonnements, on était arrivé là à une arme qui soit tactiquement utile, en quelque sorte, entre guillemets, et même à un modèle portable qui avait été développé pour les besoins du KGB et qui tenait dans une valve. Arme létale ou non létale, qui tue ou agresse, arme antipersonnelle ou seulement antimatérielle, il est bien difficile pour un non-spécialiste de tracer une frontière. Ces armes existent, c'est tout. Ces armes servent déjà. Elles ont servi, Michel Hugon. On a des échos qu'effectivement il y a eu ces trafics d'armes, notamment par l'Asie du Sud-Est. Des armes électromagnétiques secrètes ont été utilisées par la police allemande contre des militants verts lors de manifestations bloquant le transport des déchets nucléaires et par la police américaine pendant les émeutes de Los Angeles. Est-ce que ça, encore une fois, ça vous semble plausible? Je pense que ça doit être ce qu'on appelle le taser, je crois. Oui, c'est un pistolet qui envoie deux électrodes et qui permet de bloquer. Moi j'ai vu une démonstration, c'est assez impressionnant, parce qu'ils avaient pris un bon Marine qui résiste à tout et instantanément il est tombé par terre en poussant des cris de douleur. Et là, effectivement, on envoie un courant. D'accord, c'est une sorte de rayon paralysant ou quelque chose. Ah oui, c'est une décharge, c'est comme une sorte d'électrochoc qui agit sur les muscles. Mais alors là, je vous dis, j'ai eu une démonstration, c'est assez impressionnant. Bien sûr, les militaires qui font cette recherche ne nous diront pas qu'ils travaillent sur des armes antipersonnelles, Daniel Depry. Bien sûr, il n'est pas de leur intérêt de parler de l'utilisation antipersonnelle, qui est quand même un peu gênante. Il est gênant, militairement parlant, d'évoquer des armes qui tuent, qui sont en fait les armes les plus hypocrites qui aient été inventées à l'heure actuelle, parce que c'est l'arme la plus malsaine, finalement, au sens, dans la conception philosophique du terme, puisqu'on ne la voit pas. On ne sait pas d'où est parti le coup. Le gars qui vous tire dessus avec un fusil, on sait d'où est parti le coup. On peut parer le coup. Le gars qui vous tire dessus avec un canon électromagnétique, vous ne savez même pas où il est. Ou avec un laser dont le rayonnement n'est pas visible, vous ne savez pas où il est. Vous êtes atteint et vous ne savez ni par qui, ni d'où, ni comment. Donc c'est une arme crapuleuse à la limite, et je comprends que les militaires ne soient pas très tentés d'en faire l'évocation. Et puis il y a une autre catégorie d'armes, qui, elle, au départ, est censée être typiquement antimatérielle. C'est effectivement le type d'arme qui a été développé surtout par les Occidentaux, les Américains, les Français, etc. Et c'est le genre d'arme que l'on étudie en France au centre de Gramma, dans le Lot. Et là, c'est ce qu'on appelle les armes micro-ondes forte puissance. Et là, c'est carrément une bombe électromagnétique.
Là, on ne voue pas sur des effets biologiques, comme l'ont recherché les soviétiques, mais carrément en émettant une énorme quantité de rayonnement d'un seul coup, un peu comme si c'était une bombe. Cette quantité de rayonnement est tellement énorme, c'est une sorte d'énorme four à micro-ondes qui explose brusquement et qui va effectivement tout détruire. Tout ce qui peut être électronique, électrique, tout ça va être anéanti dans un rayon de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine de kilomètres. Et il est certain que si vous avez du personnel à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres du point d'impact, en quelque sorte, de cette bombe électromagnétique, lui, il est grillé aussi. Bon. Ça a été déjà utilisé, on parle de la guerre du Golfe ou du Kosovo. On parle effectivement d'essais qui auraient été effectués au cours de ces deux conflits, parce qu'il est certain que quand un conflit éclate, il y a toujours des unités spécialisées dans les essais sur site. Des armes nouvelles. Toutes les armées du monde ont ainsi une brigade qui est spécialisée dans ce type d'expérimentation. Et de la part de la France ou des États-Unis? Essentiellement, je pense que ce sont sans doute les Américains qui ont fait les essais. Ceci dit, la barrière n'est pas évidente. Si vous prenez le cas de l'Europe occidentale, vous avez un seul centre spécialisé dans ce domaine, il est quand même en France. Vous avez 360 chercheurs à Gramma, et dans les 360, il y a des Français, des Allemands, des Britanniques, des Américains et des Russes. Donc c'est quand même très cosmopolite et très international. Alors où est la frontière entre ce qui est... Si ça tombe, cette arme a été expérimentée par les Américains, mais conçue par des Français, des Allemands, des Britanniques. Donc on ne sait pas très bien où est la frontière dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, il y a ce que l'on sait et ce que l'on peut dire, et puis ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne peut pas dire. François Debout. C'est des programmes qui sont tous black aux États-Unis, à ma connaissance. Moi, j'en sais pas grand-chose. Ils nous font un peu de communication. Alors, est-ce que c'est de la communication sur des faits réels ou des faits imaginaires? Je n'en sais rien. On a du mal à trier le bon gré de livret. Il y a un certain nombre d'études. Il y a même eu des communications de propositions de vente d'armes dans ce genre. Puisqu'il y a un petit trafic sur les armes électromagnétiques dans certains pays, c'est pas impossible. J'en sais rien. Dans des projets, en France, il y a quelques réflexions au niveau études à mon concept, expérimentation de concept et voir la faisabilité de certaines choses. Il n'y a pas aujourd'hui de programme décidé dans ce domaine-là, on n'en est pas là encore aujourd'hui en France. On n'en est pas là, mais on y travaille. Ces centres de recherche sont discrets, évidemment. En France, nous en avons un important, on vient de le dire, à Gramma, dans le Lot. Comment se présente ce centre? C'est un centre sur 300 hectares, que je connais bien, parce que j'y ai travaillé un certain nombre d'années. Donc pas loin de Cahors. C'est un centre qui fait effectivement des études dans le domaine électromagnétique, où on a commencé il y a une dizaine d'années à peu près, des études sur les effets électromagnétiques sur les équipements qui pourraient être agressés par des armes micro-ondes. On a commencé à réfléchir aussi à ce qui pourrait être faisable comme arme électromagnétique pour agresser donc des matériels. Le mot micro-ondes n'a pas de quoi nous effrayer. Il appartient au langage courant. Les micro-ondes, on s'en sert tous les jours. Le radar, les radiotéléphones, nos fours dans nos cuisines, tout ça on connaît, c'est plutôt positif. Oui, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en couplant d'une autre manière ces micro-ondes, on peut provoquer des perturbations, des dégradations sur les composants électroniques d'un système quelconque. Et comme notre vie quotidienne baigne dans un bain d'électronique, il faut en conclure que toute agression, toute manipulation est possible. Messieurs Hugon est debout. On a rencontré de nombreux phénomènes indésirables. Si on présente un équipement d'un radar, il peut y avoir des perturbations auxquelles on ne s'attendait pas de l'équipement, et on peut le faire de manière délibérée, c'est-à-dire agresser un équipement électronique avec une onde électromagnétique qui le perturbe ou le détruit. Et ça peut être opérationnellement très intéressant. Sachant qu'en plus, ce genre de pic de tension ou de courant ou des valeurs très importantes n'ont a priori pas d'effet sur l'homme ou sur les cerveaux, parce qu'il n'y a pas d'effet thermique, il n'y a pas d'énergie, il y a de la puissance crête, mais il n'y a pas d'énergie. Donc c'est juste un claquage, je dirais, des composants électroniques. J'ai lu une petite phrase, un courant de 100 milliampères, donc c'est très peu, traversant le myocarde, donc le muscle du cœur, peut provoquer la mort instantanée.
Oui, absolument. Oui. C'est les mêmes de fibrillation cardiaque. Les disjoncteurs différentiels sont basés à 30 milliampères. Donc, ce qui veut dire au-delà de 30 milliampères, vous avez un disjoncteur qui automatiquement vous coupe votre alimentation électrique. La grande peur des apprentis sorciers, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Rien de ce qui nous entoure, de ce qui nous sert journellement, n'est protégé, n'est blindé contre ces agressions possibles. Oui, mais pour passer au stade de l'agression, direz-vous, pour faire de l'électromagnétisme une arme redoutable, il faut de gros moyens. Eh bien, justement, pas du tout. La chanson de Boris Vian, La Java des bombes atomiques, dans laquelle le vieux, un fameux bricoleur, fabriquait une bombe atomique dans son garage, ne fait plus rire quand on sait qu'un ingénieur peut fabriquer très facilement chez lui une arme électromagnétique. C'est votre cas, Daniel Despris. Oui, là, je ne veux pas dire ça, on pourrait dire que ça tient de la part de l'étudiant, mais enfin, je vais tenter de prouver qu'avec un budget plus que réduit, parce que ça n'a même pas dépassé les 100 francs français, vous voyez, 15 ou 20 euros, vais bricoler une arme électromagnétique qui fonctionne, elle n'a pas une portée très importante, elle fait 500 mètres de portée, ce qui n'est quand même déjà pas si mal, avec des surplus achetés 4 francs 6 sous au comptoir du Languedoc à Toulouse, comme ça on sait exactement, c'est pas de la pub pour eux, mais enfin on sait franchement où vous les avez achetés, on peut aller vérifier au surplus là-bas, donc avec un magnétron que j'ai trouvé dans les magnétrons, vous dites, on les trouve maintenant dans les poubelles, il suffit de récupérer les vieux fours que les vents mettent à la poubelle et de vérifier si le magnétron fonctionne encore. Les fours à micro-ondes. Les fours à micro-ondes, oui, les fours à micro-ondes. Un bout d'antenne cornée, un guide d'onde, un magnétron, de quoi alimenter le magnétron, et l'affaire est faite, vous avez une arme. Élémentaire, mais suffisante pour griller toute l'électronique du voisinage. C'est quand même... Ah oui, vous avez testé griller l'électronique du voisinage? Non, je vais griller un vieux poste de radio et quelques trucs à moi. Si vous avez voulu faire un essai là où j'étais, là, vous aurez fait du dégât. La lumière qui détruit, l'onde qui paralyse, le radar tueur, ce sont les armes des futurs Terminators, propres et sans bavure. Il va falloir tenir compte également de l'arme psychologique. Il n'y aura forcément pas beaucoup d'informations, mais il y aura peut-être de la désinformation. Il s'agira d'égarer, de tromper l'adversaire. Le métier d'espion a encore de beaux jours. On possède déjà des armes favorisant l'autosuggestion des individus. Imaginons ces armes entre les mains d'un homme ou d'un groupe d'hommes mal intentionnés, des terroristes, des pilleurs de banque, d'un dictateur fou. Ça fait quand même froid dans le dos. Les ondes représentent sans doute l'arme la plus terrible que l'homme ait jamais conçue. Parce qu'elle peut agir sur notre cerveau, qui est une usine électrochimique. Il est donc possible d'induire des signaux artificiels de façon à provoquer les réactions voulues, aussi bien au niveau musculaire que psychique. Il est possible que ce genre d'expérience ait déjà été tenté sur les malades mentaux. En tout cas, il est certain que des systèmes de manipulation physique ou mentale par induction électromagnétique sont aujourd'hui disponibles. Dès lors, n'est-il pas hypocrite de parler de démantèlement des arsenaux nucléaires, sachant qu'on dispose déjà d'armes beaucoup plus redoutables? Nous ne faisons que remplacer la guerre sale par une guerre propre. Oui, pour les militaires, c'est la guerre propre. Parce qu'en fait, la bombe atomique est une bombe sale, qui militairement n'est même pas intéressante. Si vous parlez avec des officiers supérieurs intelligents, pas avec certains crétins du Pentagone, mais avec des gens intelligents, et il y en a, je peux vous le dire, ils vous diront que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on l'a guerre utilisée. C'était une arme de dissuasion. Tactiquement, elle n'a pas d'intérêt parce qu'elle salit le terrain. Or, pour un militaire, ce qui est important, c'est de pouvoir occuper le terrain après avoir détruit l'ennemi. Et aussi de récupérer le matériel, etc. Si vous lancez des bombes nucléaires et que vous rendez le terrain inoccupable pendant 30 ans ou pendant 100 ans, ça n'est d'aucun intérêt pour personne. Donc finalement, c'est une arme sale et militairement peu intéressante, la bombe atomique. Et je crois qu'à la limite, beaucoup de militaires sont contents de s'en débarrasser.
sont eux très heureux de pouvoir s'en débarrasser. Ils vont en garder quelques-unes pour détruire éventuellement une météorite qui viendrait menacer la Terre. Ça, on envisage d'en garder un petit arsenal à cette utilisation-là. Mais militairement, finalement, la bombe atomique n'a jamais intéressé personne à part les farfelus, le docteur Folamour. Par contre, la bombe électromagnétique, elle est intéressante. Elle tue, ou elle invalide, elle tue, mais instantanément, dès que vous cessez l'émission, ces effets disparaissent instantanément. Donc, le terrain est propre. Encore plus propre, encore plus blanc. On étudie des systèmes pour modifier le climat. Il s'agit d'un puissant dispositif d'émission à haute fréquence qui pourrait modifier localement l'ionosphère. C'est le programme HAARP, H-A-A-R-P. On pourrait ainsi écarter ou au contraire engendrer et diriger une tornade, par exemple. Enfoncer les faiseurs de pluie africains. On n'exterminera plus, on ne bombardera plus, on ne fusillera plus. La nouvelle génération d'armes non létales handicapera l'adversaire, le paralysera, le manipulera, modifiera son comportement. Il y a quand même un progrès humanitaire dans l'évolution de la guerre, non? Peut-on dire que d'ores et déjà, la guerre a changé de visage, Daniel Deprie? Ah, tout à fait. Ouais. Elle va changer, à quelle échéance? Elle va changer dans très peu de temps de visage. L'infanterie classique, à la limite, n'en a plus pour très longtemps. Peut-être qu'en très longtemps, dans 50 ans, le fantassin classique n'existera plus. Il y aura encore quelques unités spécialisées. C'est-à-dire que le fantassin servira encore finalement à occuper le terrain, mais plus véritablement à combattre. On se dirige, en tout cas dans les pays dits développés, je ne sais pas si c'est vraiment un développement, mais enfin bon, on se dirige vers ce que les Américains appellent le champ de bataille automatisé, avec ce rêve, soi-disant, d'avoir un système de guerre où il n'y aurait plus de morts. C'est le principe du zéro mort dans les rangs militaires. De pouvoir intervenir en n'ayant plus de soldats tués. Ça, c'est le rêve des Américains. Et s'il est vrai qu'il y a de moins en moins de militaires tués dans les rangs, il y a par contre beaucoup plus de civils tués. Alors aujourd'hui, on est dans un système de guerre où effectivement, il y a de moins en moins de militaires tués, mais de plus en plus de civils tués. Non, pas de pessimisme, pas de catastrophisme. Notre planète n'est pas menacée dans l'immédiat de disparition totale. Les hommes existeront encore longtemps, à condition que les savants ne soient pas aspirés par la course en avant, à condition que le monde des affaires ne s'impose pas dans la recherche, à condition que nous soyons dirigés par des politiciens compétents et scrupuleux, à condition qu'ils ne donnent pas carte blanche à des militaires irresponsables, à condition que tous les hommes acceptent de se plier à des lois humaines. À toutes ces conditions-là, tout ira bien, pas de souci. La guerre propre, avec la participation de messieurs Daniel Deprie, président du Comité européen pour la protection de l'habitat et l'environnement et de la santé, François Debout, sous-directeur technique de la direction des systèmes de force et de la prospective à la direction générale pour l'armement, et Michel Hugon, pharmacien en chef du service de santé des armées, détaché à la direction générale pour l'armement. Reportage Philippe Clerc. Prise de son Michel Thomas et Marcel Lebras. Mixage Claude Niort et Jean-Michel Després. Réalisation Emmanuel Geoffroy. Au revoir, à dimanche.